Chers auditeurs, bonsoir. Rassurez-vous, Serge de Beketch n'a pas brusquement changé de voix. Il est seulement un tout petit peu en retard. Il va arriver en courant, il va être essoufflé. Alors pour lui laisser le temps de reprendre son souffle, nous allons commencer sans lui avec d'abord Monsieur Bernard Jacquelin, qui est l'animateur du Cercle Gaulois. Bonjour monsieur. Tout à fait. Monsieur Jacquelin, vous étiez déjà venu dans notre émission le 29 mars. Vous nous aviez présenté votre mouvance et vous aviez fait un historique rapide des Celtes et du combat contre les Romains, la guerre des Gaules et le Alésia. Alors aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ? Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler plus spécialement du siège d'Alésia. Et pour m'épauler, je dirais, j'ai amené un invité qui est Monsieur Bernard Fèvre. Alors, Monsieur Bernard Fèvre, je l'ai connu il y a une dizaine d'années, avec un certain nombre de druides qui me l'ont présenté. Et Monsieur Bernard Fèvre m'a dit, je vais vous montrer le vrai Alésia qui se trouve à Guyon. Bon, à l'époque, j'étais pas très branché sur ces choses-là. J'ai vu des pierres et puis je me suis dit, bon, ce monsieur, il est gentil, mais enfin, je comprends pas bien. Et dans notre mouvance, nous avons, outre le Cercle Gaulois qui s'adresse à du grand public, puisqu'on a des activités ludiques et sportives et mondaines, etc. Également Monarchie et Régionalisme Gaulois, qui s'adresse là à la classe, disons, politique et aristocratique, où on a fait un certain nombre de commémorations. Et c'est dans ce cadre de cette association qu'on a fêté, il y a 2 ans, 98, le 2050e anniversaire de la bataille d'Alésia. Alors nous voulions faire ça sur le site même. Et je me suis demandé où est Alésia, puisqu'il y a effectivement une polémique, beaucoup de gens se disputent et discutent sur le site d'Alésia. Donc, pour m'informer, j'ai donc assisté au colloque de l'abbé Wartel qui a eu lieu en février 98. J'ai acheté son livre, j'ai bien étudié donc le site qu'il présente dans le Jura, la Chaux-de-Crotenay. Bon, j'ai également invité Monsieur Soulol, qui est un militaire gradé de l'armée, qui défend la thèse officielle d'Alice Saint-Traine, qui est venue nous faire une conférence à Paris. Et au colloque de l'abbé Wartel, j'ai rencontré à nouveau, je dirais, Monsieur Bernard Fèvre, 8 ans après, qui se morfondait dans un café, qui avait été mis à la porte du colloque par l'abbé Wartel. Et donc, j'ai repris ces dossiers, j'ai réétudié cette question, et j'ai réinvité donc Monsieur Fèvre à Paris, venir nous faire une conférence. Et il est venu au mois de juillet, donc nous faire une conférence sur le site qu'il défend, qui est Guyon, dans Lyon. Guyon dans Lyon, à 16 km, 15 km à l'est d'Avallon. Et donc, on a fait la commémoration sur place. Finalement, nous avons choisi Guyon. J'ai été convaincu par ses arguments. Donc voilà pourquoi je vous amène donc Monsieur Bernard Fèvre. Alors je lui passe la parole. Moi je suis un peu triste que vous m'enleviez ma statue, la belle statue de Vercingétorix en haut près d'Alice Saint-Traine. J'y suis allée moi au moment de l'Exode, en 40, on avait un grand battement, c'était le dernier train de Paris, et on avait un grand temps à passer, et on était monté avec ma mère jusqu'à la statue de Vercingétorix. D'ailleurs, ma mère avait beaucoup pleuré sur la patrie perdue à l'époque. Alors voilà, je suis triste que ce soit pas le vrai site. C'est très triste, mais je crois que Napoléon III, il n'a pas eu de chance puisqu'il s'est trompé sur Alésia, Alice Saint-Traine. Il s'est trompé aussi sur Gergovie, puisque Gergovie officielle est au sud de Clermont et le Gergovie réel est au nord. Il s'est trompé, je crois, sur Bibracte et puis il s'est trompé sur Excelé du Nôme. Donc ça fait beaucoup. Bon, je laisse la parole à Monsieur Bernard Fèvre. Alors madame, pour vous rassurer, concernant Alice Saint-Traine, la statue de Vercingétorix est très bien à sa place. Parce que Alice Saint-Traine n'est pas Alésia, mais c'est l'emplacement où s'est déroulée la première bataille de cavalerie qui a précédé le siège d'Alésia. Ah bah voilà qui me rassure. Et contrairement à ce que dit César, la bataille de cavalerie qui a précédé le siège d'Alésia a été une grande victoire de Vercingétorix sur les Romains et non pas une défaite. Ah bah c'est encore mieux. Voilà, alors par conséquent, la statue de Vercingétorix est très bien où elle est et je ne vais pas du tout la déboulonner. Mais pour l'autre site, alors ? Alors, maître carrier de métier,
J'ai travaillé toute ma vie en Charente pour mon métier. Je m'occupais d'extraction de pierre, en carrière souterraine et en carrière à ciel ouvert. Et nous avions 3 tailleries de pierre en Charente. Et je faisais partie d'une société qui avait 160 carrières en France, où on employait plus de 1300 ouvriers tailleurs de pierre ou carriers. J'ai pris ma retraite en 1980. Et compte tenu que ma femme était originaire de la région d'Avallon, elle m'a demandé de se rapprocher de chez sa mère. J'ai accepté de revenir auprès de sa mère en habitant une maison à proximité où elle habitait. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le village de Guyon, qui est à 16 km à l'est d'Avallon et qui est un petit village qui a 450 habitants. Mais ce petit village a toute une histoire intéressante puisque au XIIIe siècle, au XIVe siècle, en 1360, il y a eu un traité entre le duc de Bourgogne et le roi Édouard III d'Angleterre. Or, le roi Édouard III d'Angleterre connaissait ce site puisque son cousin, qui était Robert III de Bourgogne, l'avait reçu plusieurs fois à la chasse avant qu'il y ait eu la guerre de 100 ans. Et il connaissait très bien le lieu. Et curieusement, sur le Mont Faute et la montagne de Verre à Guyon, grâce aux personnes au club des aînés ruraux dont j'ai été désigné le président en 1981, j'ai eu connaissance que sur le Mont Faute et la montagne de Verre, il y avait ce que les gens appellent dans la région des meurgers, c'est-à-dire des murs en pierre sèche. Carrier de métier, je me suis intéressé à ces murs en pierre sèche. Et on m'a présenté un mur au-dessus du village de Courterolle qui était soi-disant, d'après les gens du pays, les vestiges d'un château du Moyen-Âge. Compte tenu de mon métier, quand j'ai vu les vestiges qui me présentaient, j'ai tout de suite réalisé que ces murs devaient dater d'avant l'occupation romaine, en fonction de la qualité des pierres présentées, de leur aspect, de la, comment dirais-je, il ne comportait aucune taille, aucun coup d'outil. Par conséquent, ce mur était très ancien et pouvait dater de l'âge du bronze aux environs du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Quand j'ai découvert ce mur, j'ai dit, ce mur n'est certainement pas seul, il doit y en avoir d'autres, et j'ai fait tout le tour de la montagne de Verre et du Mont Faute, et j'ai trouvé 12 km de murailles en pierre, de 2 à 8 mètres de haut et de 2 à 10 mètres de large. Ces murs forment par endroits triple enceinte, et à partir de ce moment-là, j'ai cherché à savoir s'il y avait eu des études de fait dans la région par un historien archéologue. Et j'ai découvert que l'abbé Alexandre Parra, en 1907, avait effectivement parlé de tous ces murs qui existent dans l'Avallonnais, et il avait conseillé à cette époque d'en faire leur levée sur carte d'état-major pour en connaître la raison d'être. En fonction de cette indication, avec les membres des aînés ruraux de la région de Lyon et de la Bourgogne, nous avons relevé plus de 1400 km de murs en pierre sèche sur les côtes qui bordent les rivières de la région, c'est-à-dire au bord de l'Armançon, de la Seine, du Serein, de Lyon et de la Cure et du Cousin. Et grâce à ces relevés, nous avons constaté que le long de ces murs, tous les 2 km de 100, il y avait des vestiges de villages fortifiés. Grâce à ces murs, nous avons compris que ces murs étaient les anciennes défenses frontières des différentes nations gauloises avant l'occupation romaine, et nous avons pu déterminer d'une façon précise l'emplacement des frontières des Lingons vis-à-vis des Monts du Bien, vis-à-vis des Senons, vis-à-vis des Éduins et vis-à-vis des Séquanes. Alors, grâce à cette carte que nous avons pu établir exactement l'emplacement de la Mandubie. Or, César dit qu'Alésia se trouve en Mandubie. À côté de Guyon, sur le Serein, il existe un village qui s'appelle l'Île-sur-Serein et qui s'est appelé, d'après les historiens locaux, jusqu'au XIIe siècle, Insula in Mandiborium, c'est-à-dire exactement la phrase employée par César pour situer Alésia.
j'ai donc pensé à partir de ce moment-là que le mont Faute et la montagne de Verre pouvaient être un oppidum qui pouvait être Alésia. À la même époque, Monsieur André Berthier a fait toute une campagne dans la revue Les Dossiers de l'Histoire. C'était en 1983, et j'ai lu avec intérêt tout ce qu'il a raconté contre la situation d'Alésia à Lys-Saint-Traine, et j'ai vérifié sur place que toutes les critiques qu'il faisait étaient justifiées. À partir de ce moment-là, j'ai considéré qu'Alis-Saint-Traine ne pouvait pas être Alésia, et par curiosité, je me suis rendu à Chaude-Crotenay pour voir le site. Alors, il y a un site effectivement très intéressant à Chaude-Crotenay, mais Chaude-Crotenay ne peut pas être Alésia, parce qu'il était vraisemblablement, Chaude-Crotenay était un oppidum helvète, d'après ce qu'indique César. Compte tenu des dimensions de la longueur d'est en ouest indiquée par César, et que la frontière est était le Rhin, et obligatoirement, Chaude-Crotenay devait être chez les Helvètes. Or, César ne parle jamais des Helvètes au moment de la bataille d'Alésia, et l'amant du Bi ne peut pas être chez les Helvètes. D'autre part, Chaude-Crotenay est à plus de 100 km de la frontière la plus proche des Lingons. Or, d'après César, ça ne peut être qu'à 30 km au maximum de la frontière des Lingons. Par conséquent, Chaude-Crotenay ne peut pas être Alésia. De ce fait, j'ai cherché à savoir si le texte de César s'appliquait à la lettre au site de Guyon. Pendant 6 mois, tous les soirs, je lisais une partie du texte de César, et le lendemain, je découvrais très exactement le site décrit par César, si bien que j'ai aujourd'hui la conviction que Alésia se trouve bien à Guyon. Bien, alors je reprends le micro parce que je suis arrivé en retard. Monsieur Fer, je vous remercie de cette introduction, d'avoir pris au débeauté le micro en mon absence. Mais vous venez de présenter le cadre de l'affaire d'Alésia. Et je vous en remercie. Vous l'avez mis dans votre cadre à vous, c'est-à-dire c'est Guyon. On sait qu'il existe sur le site d'Alésia une véritable guerre entre experts, historiens. On peut parler de guerre parce que il y a des excommunications majeures entre historiens, entre géographes, entre traducteurs de César sur la question de savoir si c'est à cet endroit-là ou à l'autre. Le débat, comme c'est d'usage en France, n'a aucun caractère, a perdu tout caractère de sérénité. Il est transformé en une espèce d'égorgement mutuel où on s'agonie d'injures, où on se soupçonne des pires crimes, de la pire perversité intellectuelle. Probablement que certains auditeurs pensent que vous avez été acheté par la judéo-maçonnerie internationale pour dire que c'était à Guyon, que des autres pensent que c'est pas du tout, c'est pas ceux-là qui vous ont acheté, et que probablement que vous pensez que c'est je ne sais quelle secte abominable qui alimente les fonds de la richissime association pour Lys-Saint-Traine, etc. En tout cas, c'est très intéressant d'ouvrir le débat là-dessus. C'est d'autant plus intéressant que ça provoque des incidents permanents, des excommunications et des guéguerres. Et moi, j'aime bien ça, parce que autant qu'on se bat sur des sujets, finalement, si vous me passez cette impression ou cette opinion subalterne, on se bat pas sur les questions importantes. Et en tout cas, je dois dire que j'ai lu le travail qui est paru sous votre... je crois que c'est votre initiative, qui s'appelle le complexe d'Alésia en terre pleine, et que je trouve que c'est assez convaincant. Je m'empresse de dire que si j'avais lu autre chose, j'aurais probablement trouvé que c'est assez convaincant aussi. Donc, mon opinion n'a strictement aucun intérêt. Mais enfin, le document a le mérite d'exister. Il y a des photos, il y a des plans, il y a des vues aériennes qui sont tout à fait troublantes. Tout ça pour répondre aux très nombreux messages, c'est-à-dire 2 en tout, qui s'étonnent que je n'ai pas invité ce soir Monsieur l'abbé Vartel. Alors, pourquoi j'ai pas invité l'abbé Vartel? Pour une raison très simple, c'est que j'ai l'intention de rester encore longtemps la seule émission de Radio Courtoisie où l'abbé Vartel à laquelle l'abbé Vartel ne participe pas. Non pas que j'ai rien contre lui, mais il participe déjà à beaucoup d'émissions. Mais ça, c'est pour rire que je dis ça. La vérité, c'est que j'ai pas l'intention d'ouvrir un débat sur Alésia. Ce soir, j'avais l'intention de donner la parole
à des professionnels ou à des spécialistes de cette question qui ne prennent jamais la parole, ou à qui on la donne rarement, et puis, très rarement même, je voulais que M. Jacquelin continue le passionnant récit qu'il nous avait fait de la bataille d'Alésia, qui d'ailleurs permet d'étayer votre hypothèse ou vos certitudes. Ouais. Si on se place de votre côté, on dira vos certitudes. Si on se place du côté de ceux qui ne connaissent rien et qui sont quand même plus nombreux que vous, on dira des hypothèses. Donc on va vous redonner la parole dans quelques instants. Je reprends pour expliquer pourquoi je suis en retard, parce que ça n'a rien à voir avec notre débat, quoique il s'agit quand même des Gaulois. Hein. Un auditeur nous dit que c'est pas loin d'Alésia où vous étiez. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas loin du métro Alésia, effectivement. J'étais en retard parce qu'on vit dans un étrange pays. On vit dans un pays où on nous dit qui tient le pouvoir en France, qui a le pouvoir en France. Alors, il y en a qui vous disent c'est des coteries, des lobbies, la franc-maçonnerie. C'est pas du tout ça. Le pouvoir en France, il est entre les mains des employés de la RATP. Les syndicats. Non, même pas des syndicats, enfin, des employés de la RATP. Il y a un type de la RATP qui a été agressé dans le métro. Ça arrive, enfin, des gens agressés dans le métro, il doit y en avoir 150 par jour en France. Et dans le métro, dans les autobus, dans le train, dans la rue, dans les églises, dans les hôpitaux, dans les taxis, partout, on parle des gens, des occupants passent le temps à agresser les occupés. Les seuls qui détiennent le pouvoir de se venger immédiatement sur la totalité de la population, ce sont les employés de la RATP. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrêtent de travailler. Si vous envoyez un pavé dans la figure d'un flic, vous allez en prison. Enfin, vous risquez d'aller en prison. Mais la police va continuer à tourner en France. Ça va rien changer. Si vous êtes convié par un juge d'instruction dans un bureau magistrat instructeur et qui vous met en colère et que vous lui mettez vos poings dans la figure, vous risquez d'aller en prison, mais vous ne risquez pas de bloquer toute la machine France. Mais si vous giflez un employé de la RATP, toute la capitale de la France est bloquée. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Paris est totalement bloqué par les embouteillages provoqués par les grèves spontanées, brutales, immédiates, sans préavis du métro. Pourquoi ? Parce qu'un type a pris un aller-retour, ou un coup de couteau d'ailleurs, peu importe l'importance de l'agression, le fait est qu'il a été agressé comme des milliers de Français, et qu'au lieu de faire comme des milliers de Français, c'est-à-dire de mettre cette agression dans sa poche et de rentrer chez lui en remerciant le ciel de ne pas avoir été tué, eh ben il bloque la capitale. Ça, il va quand même falloir que ça cesse, parce que ça va provoquer des incidents graves. D'autant que, comme j'ai eu la maladresse de manifester ça aux élégants employés du métro, je ne sais pas si vous avez vu que maintenant ils ont des très belles vestes vert de gris, avec des cravates vert de gris, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont de vert de gris. Je leur ai expliqué que c'était inadmissible de prendre en otage les usagers du métro de cette façon, que la claque donnée à un employé du métro était la seule claque qui valait des centaines de millions de francs, parce que ça coûte à l'économie française des centaines de millions de francs, des heures de blocage du métro. Eh bien, pour avoir dit ça sur un ton un petit peu vif, ces gens-là m'ont dit « Monsieur, si vous continuez, on peut vous embarquer ». Alors j'ai dit, évidemment, je suis beaucoup plus facile à embarquer que le type qui a tapé sur la gueule de votre collègue. Parce que lui, vous risquez pas de l'embarquer parce que vous avez peur. Et on voit dans le métro, quand les gars font des contrôles de billets, il y a comme par hasard des clients du métro qu'ils évitent soigneusement de contrôler, parce qu'ils ont peur. Et je commence vraiment à être extrêmement excédé de vivre dans un pays où, parce que je suis blanc, propre sur moi, bien habillé, enfin, tant que faire se peut, et tranquille, on me cherche sans arrêt des poux dans la tête, alors que quand il y a l'évidence des gens qui sont des gangsters, des voyous, se conduisent mal, les gens chargés de la sécurité rasent les murs en disant surtout pourvu qu'ils ne nous voient pas avec notre bel uniforme vert de gris parce qu'on va se faire casser la gueule. Alors il y en a marre que les victimes soient sans arrêt non seulement victimes d'agression, mais victimes de la lâcheté et de l'inversion d'un système flicard qui est complètement assujetti à la politique de l'immigration et de l'invasion. Il y en a vraiment marre. Alors moi, en ce qui me concerne, je dois le dire maintenant, si un employé de la RATP me demande un billet, je lui ferai un bras d'honneur. Je lui dirai allez vous faire foutre, je ne vous montrerai aucun billet parce que je suis un citoyen français dans mon pays et j'en ai marre d'être victime de votre arrogance de péteux quand vous êtes en face de l'envahisseur. Voilà. Ça devient véritablement insupportable. Voilà pourquoi je suis en retard. Voilà pourquoi des milliers de Parisiens, des dizaines de milliers de Parisiens ce soir vont être en retard. Voilà pourquoi des gens vont être bloqués, vont avoir des angoisses, vont avoir peur, des enfants vont être retenus à l'école, des mères vont avoir peur que leur enfant soit tout seul dans la rue, des vieillards qui attendent des visites vont être bloqués, des médecins vont être bloqués par les embouteillages. Le système parisien va rester bloqué pendant des heures parce que
Lopette a pris une claque dans la gueule et au lieu de rendre la claque, s'est mis à son téléphone portable et a appelé ses copains en disant « Arrêtez le travail, on m'a giflé ». C'est intolérable. Cette lâcheté du franchouillard devient quelque chose d'insupportable. Et j'appelle vraiment mes concitoyens à réagir contre cette espèce d'affaissement de la volonté. Il y en a marre de se coucher devant des voyous et devant les complices de ces voyous qui sont les flics qui refusent de les arrêter, les magistrats qui refusent de les condamner et les politiciens qui refusent de faire le nécessaire, c'est-à-dire de les renvoyer chez eux. Alors, je disais que ça n'avait rien à voir avec Alésia, mais si, ça a à voir avec Alésia, parce qu'au fond, il s'agit d'une affaire de Gaulois, il s'agit de défendre l'intégrité du territoire national. Alors, le territoire national, à l'époque, c'était peut-être la Gaule, c'était Alésia. Aujourd'hui, le territoire national, c'est la France, c'est Paris, et c'est la banlieue parisienne. Et je crois qu'il va falloir vite réagir, mais d'une façon vigoureuse, contre cet abaissement, cet affaissement, cet avilissement, cet avilissement des Français en face de la situation qu'on connaît. Avilissement qui s'explique évidemment par le terrorisme judiciaire et flicard qui nous matraque à longueur de journée et par l'esprit collabo des politiciens qui sont à la botte des pouvoirs occultes et de l'envahisseur. Et véritablement, il faut arrêter ça. Et si on ne se mobilise pas pour l'arrêter, on n'y arrivera à rien. C'est pourquoi, j'en profite pour vous dire, parce que je ne pourrais pas l'avoir au téléphone ce soir, qu'il est absolument impératif qu'on rejoigne tous massivement, qu'on adhère tous massivement à l'initiative utopique, disent les imbéciles, de Chabanis, qui consiste à réunir les Français dans 2 nouveaux états généraux, au cours desquels nous pourrons présenter ce qu'on pourrait appeler des cahiers de doléances. Et ces cahiers de doléances, le motif principal de nos cahiers de doléances, c'est « nous ne sommes plus en France chez nous ». Peut-être que eux sont chez eux, chez nous, mais nous ne sommes plus chez nous. Et vraiment, il y en a marre. Donc il faut se mobiliser pour que de nouveau nous soyons chez nous. Voilà. Alors, la suite maintenant. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure, probablement d'une façon un peu différente, parce qu'on parlera avec Philippe Ploncart-Dassac, qui est un autre invité de cette émission. Je recevrai également M. Champ-Rousset, qui va présenter le camp d'été d'Aventure et Tradition. Et qui a lui-même un problème, parce que son invité est probablement dans le même métro que vous. J'avais promis Isabelle ce soir. Voilà. Pour les mêmes raisons, elle ne sera pas là. Je recevrai également Vinnie Vermeulen, qui est le président de l'association... je vais y arriver, oui. Ah, vous voulez pas m'aider? Pardon? Vermeulen, les nations de l'Europe chrétienne. Oui, c'est... Voilà, c'est ça. Je pense que oui. Le nom m'échappe pour l'instant, mais ça va me revenir tout à l'heure. Je recevrai Guy Le Hideux et Jean-Luc Cherrier pour parler de bande dessinée. Et puis, M. Jacquelin et M. Bernard Fèvre pour parler d'Alésia. Alors, mon absence explique qu'il y a eu un petit bouleversement dans le programme. Excusez-moi, Monsieur Ploncart-Dassac n'était pas non plus dans le studio à 6 heures. J'avais l'intention de commencer... Donc, comme je ne savais pas du tout de quoi il parlait, je préférais... J'avais l'intention de commencer par Monsieur Ploncart-Dassac, et puis ensuite, comme toujours dans cette émission, de commencer par la politique et ensuite d'aller sur l'aspect historique ou culturel avec Alésia. Mais puisque vous avez commencé à parler, Monsieur Fèvre, je vais vous redonner la parole... ainsi qu'à M. Jacquelin dans quelques minutes. Je pense que Philippe Ploncart-Dassac, vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je voudrais faire une autre remarque d'actualité, puisqu'on parle de sujets particulièrement délicats ce soir. Je ne regarde jamais la télévision pour la bonne raison que j'ai aucune raison de laisser un égout se déverser dans mon salon. Mais là, il se trouve que tout à fait par hasard, j'ai quand même été amené à voir une émission qui s'appelle, je ne sais pas comment d'ailleurs, le nom de l'émission m'échappe, mais qui était faite par un monsieur Carlin. Monsieur Carlin est un spécialiste du reportage sournois de provocation. Et alors, il a fait une émission qui était tout à fait assez répugnante, d'ailleurs, je dois dire, sur la pédomanie, où il filmait la prétendue confession d'un pédomane, qui en fait est un type particulièrement malfaisant et vicieux, qui essayait de se justifier d'une façon assez tordue, et de la victime de ce pédomane qui était un pauvre gosse. Je me suis demandé d'abord pourquoi il faisait cette émission. J'ai vite compris que cette émission n'était pas du tout une émission sur la pédomanie. Cette émission était une émission contre l'Église catholique. Il s'agissait de montrer que les patronages catholiques, les associations catholiques, les groupes catholiques sont des nids de pédomanes. D'ailleurs, Carlin s'en est défendu dès le départ
en expliquant que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Alors, comme il s'agit de la langue d'inversion qui est en usage aujourd'hui, on sait aujourd'hui que quand quelqu'un vous dit « moi je suis démocrate », c'est parce qu'il l'est pas, et quand il vous dit « je suis libre-penseur », ça veut dire qu'il l'est pas, qu'il est au contraire contre la pensée libre, et quand il vous dit « je fais une émission qui n'a rien contre l'Église catholique », vous pouvez être absolument certain que c'est une émission qui est dirigée directement contre l'Église catholique. Et il a pris donc dans son affaire, dans son reportage, l'exemple d'une association catholique qui s'appelle Les Chantiers, et qui est un patronage catholique tout simplement, où naturellement, comme ça arrive hélas dans les mouvements de jeunesse, ou les mouvements où il y a des jeunes, il y a des détraqués qui s'infiltrent là-dedans et qui se livrent à leur petite cochonnerie. Et comme de toute façon, quand on les prend, au lieu de leur faire ce qu'on devrait leur faire, c'est-à-dire de leur couper ce qui sert à faire ce qu'ils font, et puis de les foutre en tôle sans préjudice d'un séjour en prison qui pourrait durer, à mon avis, jusqu'à l'extinction du personnage sans que ça gêne personne, eh bien, on leur fait des remontrances, on leur explique qu'ils sont malades, qu'on va les soigner, et on les remet en liberté. Naturellement, ils n'ont rien de plus pressé que de recommencer. Oui, il ne faut pas que je fasse ça, bon. Oui. Et je m'étonne simplement que M. Carlin ne se soit pas intéressé à d'autres affaires. Par exemple, il aurait pu nous parler du nombre remarquable, tout à fait anormal, d'instituteurs ou de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été pris, qui sont en prison, qui sont à un instant de condamnation ou déjà condamnés pour des faits exactement équivalents, et qui en général ont été pris une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour les mêmes affaires, ont été arrêtés, remis en liberté, sans plainte de leur administration, simplement changés d'école. Il y en a un notamment qui a été finalement piqué dans une école du 19e. Ça faisait 4 fois qu'on le changeait d'école et ça faisait 4 fois qu'on lui donnait un grade supérieur pour le faire changer d'école. Il a fini comme directeur d'école et là il s'est fait prendre. Il était protégé parce que naturellement il était franc-maçon. Alors ça, M. Carlin ne nous a pas dit qu'il y avait un lobby des pédomanes francs-maçons à l'intérieur de l'éducation nationale qui protégeait ces gens-là. Il nous a pas parlé de l'affaire de Tribune Juive. Le directeur de Tribune Juive a été, il y a quelques années, arrêté pour une affaire de pédomanie. Il nous a pas parlé de l'affaire du communiste Duguay qui vient d'être arrêté, là, à Chambéry, pour la 4e fois en 20 ans, pour une affaire de pédomanie. Ce type est le pire industriel de la pédomanie qui existe en France. C'est un type, j'ai vu les photos qu'il réalisait lui-même en posant avec des enfants de 2 ans. J'ai été physiquement malade quand j'ai vu ces photos. Vous savez ce que ça veut dire, physiquement malade? Comme quand on est assis dans le sens contraire dans le train et qu'on a mangé un peu trop de boudin gras. Voilà, j'ai été malade. C'est tellement répugnant. Ce type est arrêté systématiquement. Il est mis en prison pour 2 ans. Il est remis en liberté. Il déménage et il recommence. Il avait commencé à Saint-Ouen. Il est parti ensuite à Bordeaux. Puis il est parti dans le Midi et il vient de se faire reprendre à Chambéry ou à Annecy, je ne sais plus exactement. À chaque fois, c'est la même chose. Il est à la tête du plus grand réseau de pédomanes d'Europe. Il fabrique des milliers et des milliers et des milliers de photos. Ces photos sont quelque chose d'absolument épouvantable. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ce type mérite une balle dans la tête. Il mérite d'être exécuté. Et il continue, il est relâché. Pourquoi? Parce que c'est un militant communiste qui est protégé par le Parti communiste. Ça fait des années que ça dure. Quand il était à Saint-Ouen, il était employé par la mairie de Saint-Ouen, qui avait trouvé très intelligent de filer à se détraquer la direction de l'équipe de basketball de la municipalité. Et il filait du fric à la mairie. Voilà pourquoi il était protégé. Ce type avait parmi ses clients un consommateur de produits pédomaniaques dont j'ai retrouvé le nom dans le dossier, sous le scellé numéro 17, il y avait un carnet qui appartenait au revendeur de M. Duguay. Ce revendeur s'appelait Sokolovski. Sokolovski avait un jardin autour de sa villa du côté de Saint-Ouen. Dans le jardin de la villa de Sokolovski, on a trouvé des ossements d'enfants. Il n'a jamais été inquiété pour ça. Il a été protégé. Dans son carnet, il y avait le nom de ses clients à qui il envoyait les photographies. Parmi ses clients, il y avait un garçon qui s'appelait l'homme du pullover rouge, Christian Ranucci. Ranucci, c'est ça. Ranucci, dont on nous a dit qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire qui a été décapité, et dont on nous a dit qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire qui n'était pas l'assassin de la petite Dolores Rambla. Il était évidemment l'assassin de la petite Dolores Rambla. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a retrouvé lui-même le couteau qu'il avait caché après l'avoir assassiné. Mais la preuve qui est définie, non pas la preuve définitive, mais la preuve corroborante, c'est que son nom figurait comme client du réseau Duguay dans le carnet de Sokolovski. Son nom et son adresse à Marseille. Donc c'était un consommateur de photographies pédomaniaque. Le réseau de la pédomanie en France est une des choses les plus abjectes qui existent. C'est une des choses les plus puissantes. Ils ont des protections partout.
Et récemment, on a entendu dire par un personnage très important qu'ils avaient même des protections dans la magistrature. On a dit également récemment, il y a une mère qui a la preuve que son propre mari a emmené ses propres enfants dans des séances comme ça, dans le cadre d'une secte de timbrés qui font probablement des sacrifices humains. Personne ne mesure l'immense gravité du problème en France. Et tout ce que trouve à faire M. Carlin pour nous parler de la pédomanie, c'est de filmer un type qui dit « Oh oui, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, qu'est-ce que c'est mal, oh je regrette d'avoir fait ça, oh là là, je me le pardonnerai jamais », et d'expliquer que c'est l'animateur d'une association catholique. Voilà comment ça marche, la désinformation par l'intermédiaire des médias en France. J'ajoute une chose, c'est que toute la presse, absolument toute la presse, a célébré les mérites de ce reportage, qui est une merde absolue, parce que c'est un scandale de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de montrer, sous prétexte de montrer de l'image brute, de faire la manipulation au 3e degré. Parce que l'image brute n'existe pas, il faut savoir ça. Quand on choisit une image brute, on montre ce qu'on choisit de montrer. Et donc on ne montre pas ce qu'on veut cacher. C'est la pire façon de mentir. Il y a véritablement un problème en France. Je le dis avec beaucoup de passion, beaucoup de colère, parce que je suis épouvanté de voir la direction que prend notre pays par manque de courage de ses habitants. Je le répéterai jusqu'à en crever. Si nous ne nous dressons pas pour combattre cette abjection, cette cochonnerie, cette saleté, cette lâcheté, nous allons en crever. Nous n'allons pas crever l'ennemi, c'est pas l'ennemi qui nous tuera. Celui qui nous tuera, c'est nous-mêmes. Nous allons crever de notre lâcheté et de notre incapacité à affronter la vérité telle qu'elle se présente. On en a des exemples multiples. Aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité. C'est une chose interdite. Il y a des gens qui disent la vérité et qui, pour ça, sont victimes de provocations qui les empêchent de parler, par exemple, au micro des radios ou d'écrire dans les journaux. Véritablement, si nous acceptons ça, nous allons mourir de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette affaire. Et j'ajoute, toujours à propos de l'affaire quand même de la pédomanie, je parlais du lobby des supporters des pédomanes. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de monsieur qui vient de sortir. Sévilla, pardon. Le terrorisme merci monsieur Plancard-Lassac. Le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. Écoutez, si vous y a des enfants au micro, je vous demande d'écarter les enfants parce qu'il y a un mot extrêmement grossier dans ce que je vais lire, mais je suis obligé de le lire puisque je l'ai sous les yeux, c'est dans le livre, page 92. En 1970, le topless apparaît sur les plages de Saint-Tropez. Six Sex and Son chante Serge Gainsbourg. En 71 est créé le Front homosexuel d'action révolutionnaire. 2 points, ouvrez les guillemets. Nous nous sommes fait enculer par les Arabes, nous en sommes fiers et nous recommencerons. Point, fermez les guillemets. C'est paru dans Tout, avril 71. En 1975, les mineurs accèdent librement aux contraceptifs désormais remboursés par la sécurité sociale. En 77, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. 2 points, ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 1977. Paraît ensuite un manifeste réclamant la dépénalisation des relations sexuelles avec les mineurs. Le texte est signé par Louis Althusser. Ils y sont tous, c'est pas la peine de vous faire d'illusions. Tous. Althusser, fou furieux, qui finira par assassiner sa femme. Louis Althusser, Roland Barthès, Simone de Beauvoir, lesbienne tordue avec son mari, l'agité du bocal, Sartre, qui avait signé également. Jean-Louis Bory, homosexuel notoire, Patrice Chéreau, Jacques Derrida, qui aujourd'hui donne des leçons d'antiracisme à longueur de journée dans le monde, Françoise Dolto, alors vous voyez à qui vous confiez vos enfants, Patrice Chéreau, je l'ai dit, Gabriel Matzneff, Jean-Paul Sartre et Philippe Solers. Philippe Solers, la lumière de l'intellectualisme français actuel. Voilà comment se met en route, comment se met en place un système de viol des consciences et de normalisation des pires abjections, avec le secours des intellectuels. Comment voulez-vous qu'on résiste à ça si on ne se mobilise pas, et comment voulez-vous qu'on ne devienne pas fou furieux de rage en face de la complicité des élites de ce pays, élites politiques et intellectuelles, avec la pire racaille qui soit. Voilà. Alors évidemment, un auditeur me dit, n'oubliez pas de parler de... je sais plus, moi, c'est lequel. C'est Fon qui est pédomane. Oui. Et c'est Val qui est son copain. Oui. C'est pas le contraire. Non.
C'est Fond, tout est dans le tout et détraqué, réciproquement. et Val, le directeur de Charlie Hebdo. Voilà. Alors maintenant, on va se laver la tête peut-être avec notre camarade Vercingétorix. Vous avez fait beaucoup de plaisir à vos auditeurs qui sont très très contents de votre coup de gueule. Je suis un peu en colère en ce moment parce que je trouve que la marée d'excréments commence à monter un petit peu. Alors tant que c'est jusqu'aux chevilles, on peut respirer, mais là ça commence à flatter les narines et je suis moyennement enchanté de tout ça, vous voyez. Hein ? Même les murs des ultimes forteresses commencent à être battus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Monsieur Jacquelin, Monsieur Fèvre? Vous voulez nous raconter Alésia Oui, écoutez, je pense que Monsieur Fèvre s'est présenté. Il a présenté, grosso modo, le décor de son village de Guillon, dans l'Yonne. Je pense que maintenant... c'est son village, en plus oui, il y habite. Il est à la retraite depuis 20 ans. C'est un coup de pub, alors. Ah, je comprends. Je pense que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est décrire la bataille, et nous verrons que la description de César correspond au paysage. Moi, je pense que je vais laisser la parole à Monsieur Bernard Fèvre pour ça. Mais vous étiez très bien pour la bataille aussi, Monsieur Jacquelin. Enfin, moi, je veux pas, après tout, vous arranger entre vous. Ce que je veux dire, simplement, le document que j'ai sous les yeux, là, complexe du siège d'Alésia en terre pleine, il est disponible encore? Oui, il est disponible. Donc, c'est un très, très intéressant document. Je l'ai lu, alors je peux en parler. Il vaut 60 francs. Et on peut le commander à la Ségam. À Ségam. 89 420 Guyon. Voilà. Je signale aussi qu'on le trouve à la Licorne Bleue. Il y a un dépôt qui a été fait par un militant de votre association à Paris. Donc soit à la Licorne, il y a plein de raisons d'aller à la Licorne Bleue, alors voilà une de plus. Et la Ségam, Association Alexandre Parra, 89 420 Guyon, G-U-I-2-L-O-N. Beau pays. Joli port de mer, comme on disait. Voilà, bon, à vous la parole. Donc, avant d'organiser ça à Alésia, pour leur faire du latin, du cheval, comme ça ils ne seront pas dans la cavalerie romaine, et de la marche à pied, et de l'histoire, c'est vraiment passionnant. Ah, tout à fait. Vous le faites quand? Où alors le prochain camp? Eh bien, pour changer un peu, nous allons encore le faire cette année dans la vallée de la Valouise. Et près du massif des... C'est où ça? Alors, c'est au-dessus de Briançon. Nous avons un point culminant qui est le glacier blanc qui culmine à 4103 mètres. Ah, j'ai bien appris ma leçon. Hein. Il s'en faut de 704 mètres. Et c'est un des plus hauts sommets qu'il y ait dans la région. Après, on descend à 3009, 3008. Ouais, le plus haut sommet du massif des Écrins, c'est le dôme la barre des Écrins. C'est la barre des Écrins. C'est ce qu'on appelle la barre des Écrins. Ce que j'ai vu, c'est le glacier. On dit le glacier blanc. Le glacier blanc. Voilà, c'est bien ça. Donc, attendez, vous permettez, je vais vous couper parce que là, il y a un message qui arrive. Il faut quand même que je le lise parce que c'est trop beau. C'est trop beau, vraiment. Vous savez, il y a des moments, on a presque envie de ne pas avoir d'auditeurs. Ne s'agirait-il pas, virgule, avec vos gauloiseries, virgule, d'aller dans le même sens que vos amis gnostiques et que les gens du Grèce, c'est-à-dire sur la nature réelle de la France, c'est-à-dire son essence catholique? Oh là. Voilà. Moi, je croyais qu'elle marchait plutôt au mélange, la France, non? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? On n'a pas dit, c'est pas l'essence catholique, c'est au mélange. Et c'était les beurs qui nous disent ça. La France marche au mélange. Non, c'est pas ça. Voilà. Mais si, monsieur, vous avez tout deviné. C'est un complot gnostico-maçonnique contre l'essence catholique de la France. Il y a encore l'essence catholique? Je sais pas. Je sais qu'il y a des bistrots catholiques à Paris, mais des stations d'essence, je sais pas. Allez, je vous rends la parole plutôt que de dire des bêtises. C'est gentil. Eu égard aux auditeurs qui viennent de naître, et je crois qu'il en est beaucoup en ce moment, il est peut-être bien que je rappelle qui est Aventure et Tradition. Donc simplement, c'est un mouvement de jeunesse sportif, montagnard, pour les garçons et les filles de 8 à 18 ans, avec les disciplines sportives de base, propres à la montagne, à savoir la randonnée, l'escalade, l'alpinisme. Je précise que notre attachement aux valeurs traditionnelles, je ne devrais peut-être pas dire ça. Ça, vous vous arrangez avec votre conscience. Trouve là un terrain idéal pour s'exprimer de la façon la plus naturelle. Alors, notre camp d'été aura lieu donc du 16 au 30 juillet, dans la vallée de Valouise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes à proximité, quand même, c'est intéressant de le rappeler, du parc national des Écrins.
Donc les enfants peuvent faire des rencontres surprises, telles que chamois, marmottes, entre autres, pour ne parler que des animaux, parce qu'il y a également la flore. Sanglier, Isabelle. Jusqu'à présent, non. C'est dommage. Je n'ai pas vu. Ils sont discrets, les sangliers. Ils sont peureux, peut-être plus que les chamois, qui sont quand même. Oui, c'est meilleur. C'est meilleur. Je pense que c'est meilleur. Oui, effectivement, je suis assez d'accord. Alors, on peut parler peut-être de chiffres. Le prix de l'adhésion à l'association pour les parents que ça intéresse est de 200 francs par famille. Le prix de la licence FFME, puisque nous sommes agréés jeunesse et sport, et cette licence est obligatoire, est de 155 francs pour tous les enfants. Le prix du camp d'été pour les enfants de 12 ans et plus est de 3400 francs. Pour les enfants de moins de 12 ans... Pour combien de temps ? Pour 15 jours, c'est-à-dire ce sera le 15 ou le 16, on ne sait pas encore, c'est une question d'organisation de transport. Ça fait à peu près 200 francs par jour. Il faut le préciser parce que 3000 francs, ça paraît une grosse somme. Oui. Mais c'est 200 francs par jour. Oui, si on le prend brutalement, c'est pour 15 jours, donc c'est ça, absolument. Oui, c'est bien de le préciser parce que ça fait 200 francs par jour. Ça permet aux parents de se faire une idée plus précise. Oui, voilà. Et puis il faut ajouter que nous ne sommes subventionnés par personne, que la montagne est un élément que l'on ne peut pas faire avec des demi-portions, c'est-à-dire que ça nécessite un encadrement très rigoureux et très qualifié. C'est-à-dire que même les demi-portions veulent manger les portions entières. Les demi-portions aiment bien manger les portions entières et ils ne s'en privent pas et ils sont très contents que la portion, même si on peut prendre une double portion, ils sont partants. Donc, de ce point de vue-là, et par ailleurs, ça nécessite un équipement très pointu également, merci. Parlez bien dans le micro. Ça nécessite un équipement très pointu qui est juste... D'ailleurs, il faut des pics, il faut des chaussures avec des gants. Je vois que vous avez des crochets. Vous comprenez les choses. C'est pour ça que c'est pointu. C'est merveilleux. C'est pour ça que c'est pointu. Alors, au niveau pour ce prix-là, nous avons à notre dernier CA décidé d'accorder une minoration de 10% à partir du deuxième enfant, qui participe au même camp, bien sûr. Voilà. 20% pour le troisième, 30% Non, justement, c'est toujours 10%. On reste stable à 10% parce qu'on a considéré qu'au-delà, ça devenait... Je connais des familles à qui vous auriez donné de l'argent. Oui. Du 10e enfant, vous commencez à payer. Oui, ça, oui, ça devient de plus en plus rare. Mais bon, j'en accepte l'augure avec plaisir. J'aimerais bien qu'il y ait des familles de plus en plus en France de 10 enfants. Après tout, il y en a encore, mais il n'y en a pas assez à mon goût. Pour les parents que ça intéresse, donc je vais donner les numéros de téléphone. Pour l'antenne Île-de-France qui est tenue par moi-même, donc le téléphone fax, c'est le 01 39 82 01 37, je répète, prenez bien vos crayons, le 01 39 82 01 37. Je crois que Victoria va venir. Elle a noté soigneusement le numéro de téléphone. Est-ce que vous avez préparé vos choses? Mais Victoria peut venir. Vous avez dit qu'il fallait aller. Mais Victoria peut parfaitement venir puisque nous acceptons les parents pour. Les jeunes filles. Les jeunes filles, bien entendu, mais ça va de soi. Mais les parents en général, jeunes ou moins jeunes, comme c'est mon cas, pour aider, puisque tous les gens chez nous sont des bénévoles. Tout le monde est bénévole, donc ça ne la changera pas. Bénévolat pour bénévolat. Ils ne vont pas être déçus. Isabelle, je donne la suite des numéros de téléphone parce qu'on n'y reviendra pas. Je n'ai pas terminé. Donc l'antenne province, toujours téléphone fax, c'est le 05 46 74 54 39. Je répète, 05 46 74 54 39. Je précise que la date limite des inscriptions est fixée au 25 juin. Pourquoi ? Parce que nous sommes obligés de nous organiser tant du point de vue encadrement que du point de vue transport. On ne peut pas improviser, nous sommes obligés que les parents soient gentils, qu'ils se manifestent le plus rapidement possible. Contactez avant le 25 juin. Avant le 25 juin. Un dernier numéro de téléphone, et pour moi ça sera bon. Responsable du stock pour habiller les enfants. Nous avons principalement des petites tailles. Malheureusement, nous ne sommes pas encore. Nous allons établir un marché des échanges pour récupérer des grandes tailles, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore assez bien équipés de ce point de vue-là.
Donc, pour les petites tailles, principalement, on peut appeler Madame Jacqueline Chapelle au 01 39 60 61 53. J'espère que je vais pas donner trop de numéros de téléphone parce qu'ils vont s'y retrouver. Alors, je répète, le 01 39 60 61 53. Ça, c'est pour équiper son enfant. Alors, l'appeler de préférence le soir à partir de 19h30, sauf le vendredi parce qu'elle fait ses courses le vendredi et qu'elle n'est pas, n'est pas à la maison. Alors, Isabelle, il vous reste 1 minute pour nous dire pourquoi vous êtes une jeune fille, une grande jeune fille, on peut dire. Pourquoi avez-vous choisi de participer à Aventure et Tradition et surtout de diriger, de prendre des responsabilités d'encadrement dans ce... Alors déjà, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le mouvement. Ça m'a apporté énormément de choses, donc ça m'a apporté beaucoup de volonté, ça m'a apporté un sport passion à la montagne. Et j'ai décidé d'encadrer dans le mouvement parce que ça m'a apporté un peu toutes ces choses et que je me dis qu'il y a beaucoup d'enfants à qui on peut aussi donner un sport passion, à qui on peut transmettre ce que c'est que l'esprit d'équipe et ce que c'est que la montagne, le respect de la montagne. Est-ce que les enfants qui ont 10 ans de moins que vous, qui entrent aujourd'hui à Aventure et Tradition, vous paraissent profondément différents de ce que vous étiez, vous, quand vous avez adhéré à cette association ? Tout dépend des enfants. Je pense qu'il y a des enfants qui ont reçu une éducation encore très traditionnelle et qui sont proches de ce qu'on a été quand on était petit. Et il y a des enfants maintenant qui sont différents et ça se ressent un peu dans les équipages, mais c'est pas gênant. Merci. Avant de donner la parole au docteur Pancard-Vassac, je voudrais retirer un mot de ma philippique. Oui. J'ai dit lopette. Un chauffeur de bus me dit, écoutez, nous traiter de lopette, vous n'avez qu'à venir faire un tour avec nous dans les autobus de nuit et vous verrez si on est des lopettes. Alors, je retire ce mot qui s'explique uniquement par l'enragement dans lequel j'étais. Cela dit, je voudrais dire un mot encore. Évidemment, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de métro, les employés du métro ne sont pas tous des lopettes. Je pense que la majorité sont des gens bien. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce qui n'est pas acceptable, c'est ce système des grèves spontanées, entre guillemets, qui ne sont pas autre chose que des prises d'otages. Les prises d'otages, ce sont des méthodes de voyous, et de voyous lâches. Car le citoyen parisien qui, lui, a besoin du métro et du bus pour se déplacer, il n'est pas responsable des agressions. Les responsables, chers amis de la RATP, vous les connaissez mieux que quiconque. Et chers amis de la SNCF aussi. Vous savez très bien qui sont les agresseurs. Ce sont toujours les mêmes, et vous le savez. Et vous savez où ils habitent. Alors moi je vous dis, au lieu de faire des grèves qui emmerdent tous les Parisiens et qui provoquent des tragédies, parce que le fait que je sois arrivé 10 minutes en retard à l'émission, c'est totalement subalterne, ça n'a strictement aucune importance. Mais ça provoque des drames. Je répète qu'il y a des enfants qui se retrouvent paumés dans la rue parce que les instituteurs les foutent à la porte de l'école, puisqu'on ferme l'école et que maintenant il n'y a plus de garderie, et que les parents sont affolés parce qu'ils peuvent pas aller chercher leurs enfants. Et ça, c'est un exemple entre 1000. Il y a des gens qui vont arriver en retard à des rendez-vous, il y a des gens qui vont perdre des affaires, il y a des tas de problèmes. Ça coûte une fortune à la collectivité. Donc ça, c'est absolument indéfendable. En revanche, il y a une chose que vous auriez dû faire, chers amis, depuis très longtemps, c'est dire à vos supérieurs ou à vos chefs, nous n'irons plus à tel endroit, c'est fini, la ligne XYZ, elle s'arrête maintenant aux portes de Paris. Quand vous aurez libéré les territoires occupés, on retournera desservir les territoires occupés. Tant que ces territoires sont occupés, on n'ira pas dedans. Et voilà, ça serait une grève intelligente. D'abord parce que la racaille ne pourrait plus venir nous emmerder, et ensuite parce que vous seriez moins agressés, et ça calmerait peut-être les gens, et ça ferait comprendre à ceux qui vivent dans les territoires occupés qu'il faut qu'ils imposent la loi à l'envahisseur. Voilà ce qu'il faut faire. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on sera sous la menace de ces gens-là. Et il y en a absolument marre d'être les victimes de cette voyoucratie. Je ne peux plus le supporter. Je sais que des milliers de Parisiens ne peuvent plus le supporter, des milliers de Français ne peuvent plus le supporter, mais qu'ils se taisent par peur. Alors moi je dis, arrêtons d'avoir peur, disons la vérité, désignons les gens qui nous rendent la vie impossible et mettons-les en dehors de la communauté nationale, simplement en bloquant les systèmes. Vous savez, les commerçants
ont fermé leurs magasins dans ces régions. Les pharmaciens ont fermé leurs pharmacies. Les grandes surfaces ont fermé les grandes surfaces. Les bureaux de poste ont été supprimés dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'on les met en quarantaine. Les gens qui peuvent le font. Si vous ne faites, mais vous ne le faites pas. Et le résultat, c'est que le système d'égout inversé, qui consiste à aller chercher la merde en dehors de Paris, à l'amener au cœur de Paris, et dont vous êtes en quelque sorte les égoutiers, ce système continue à fonctionner. Tant que vous n'aurez pas fermé les vannes des égouts, ça continuera. Et moi je vous dis, faites la grève du service des banlieues occupées, et ça résoudra le problème de la violence et de l'insécurité dans les transports en commun. Au lieu de prendre en otage des citoyens qui n'y peuvent absolument rien et qui sont les doubles victimes, parce que il faut pas croire qu'il y a que les agents de la RATP qui sont agressés. Les usagers sont agressés en permanence. Alors quand ils sont pas agressés par les envahisseurs, ils sont agressés par les employés de la RATP qui sont agressés par les envahisseurs. Ça commence à bien faire. Hein, moi, je veux bien être forgeron, mais il faut pas que le forgeron pose le doigt sur l'enclume et se donne des coups de marteau sur le doigt. Autrement, ça devient carrément un métier impossible. Voilà, docteur Plancard-Dessac, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette réflexion en général? Oh que oui, beaucoup de commentaires à faire. D'abord, prolonger ce que vous dites. J'irai plus loin que vous encore. Il y a les premiers responsables de ce genre d'agression qui sont ceux qui nous occupent, c'est évident. Mais je crois qu'il faut que tout le monde soit bien conscient, à commencer par ceux qui se font gifler, agresser, voire poignarder, sans compter les femmes violées, que cela n'est possible que parce que nos hommes politiques les ont fait venir, continuent à les faire venir et nous les imposent. Donc les premiers responsables, ceux sur lesquels nous devons taper, ce sont les hommes politiques. Vous savez, c'est comme en toute chose, et comme je suis médecin, je m'attaque toujours d'abord aux symptômes pour comprendre ce qui se passe, et puis essayer de remonter à la cause. C'est ça la cause, c'est la politique qui nous est imposée d'immigration, ce sont les responsables de l'immigration qui sont les premiers responsables. Si ceux qui sont agressés comprennent ça, ils peuvent avoir des actions sur ces gens-là. Mais il est évidemment plus facile de prendre en otage des passagers que de s'attaquer à des hommes politiques qui ont des forces de police pour les protéger, eux. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, je constate que la surprise générale, on est d'accord sur l'essentiel. Ah, la surprise générale. Oui. Alors, je vous ai réinvité ce soir parce que vous êtes toujours l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le nationalisme français, origine, doctrine, solution », qui est paru chez Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne. Et je voulais qu'on revienne sur ce livre pour essayer d'abord de comprendre les raisons pour lesquelles vous l'avez écrit, ce que vous voulez, quel est votre objectif en faisant ce livre. En tout cas, on est certain que c'est pas pour gagner de l'argent, puisque, Dieu merci, vous avez un métier honnête. Vous ne vous contentez pas d'écrire. Mais, et puis, simplement, les deux premières questions que je voudrais vous poser sont des questions un petit peu polémiques. La première, c'est, est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, que le nationalisme français, c'est une denrée un petit peu avariée, que c'est la date de péremption est dépassée et qu'on risque d'attraper une espèce de dystériose en le consommant? Bon, je crois que j'y réponds déjà dans le livre, puisque je parle des différents sens du mot nationalisme dont les médias parlent, à tort d'ailleurs, puisque c'est vraiment la tour de Babel. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi nous Français ne pourrions pas faire appel à notre mémoire et que d'autres pays ou peuplades à travers le monde pourraient invoquer un nationalisme sans qu'il y ait nécessairement de nation. Nous sommes probablement une des plus vieilles, sinon la plus vieille nation constituée. Nous avons un héritage physique, un territoire, moral, intellectuel et spirituel à défendre. Je ne vois pas pourquoi on devrait, soi-disant au nom d'une modernité, nous empêcher de défendre cette mémoire, alors que d'autres nous parlent constamment de leur mémoire. Ce qui est bon pour nous, ou ce qui est bon pour certains plutôt, pourquoi ne serait-ce pas bon pour nous ?
Je pense répondre à votre question. Oui, je crois que vous avez parfaitement répondu. La deuxième question, et c'est une question qu'on m'a posée depuis l'émission qu'on a déjà faite et que je vous transmets. Est-ce qu'au fond, dans l'initiative que vous avez prise d'écrire ce livre, qui est assez sévère pour les hommes politiques, enfin pour les politiciens et même pour les hommes politiques, et même pour les hommes politiques qu'on pourrait considérer comme proches, et je dirais même qu'il est presque plus sévère pour eux que pour les autres, ce qui est une sorte de considération au fond. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas au fond d'une espèce de manœuvre supplémentaire dans la démarche de destruction de la droite nationale en France, visant à faire une fois pour toutes éclater le système et à le ramener simplement à des considérations doctrinales ou idéologiques en lui enlevant tout pouvoir d'intervention sur les événements et démobiliser en quelque sorte le militant des partis en lui faisant croire qu'on peut résoudre les problèmes simplement par la doctrine et la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça quand même ? Je dirais qu'il n'y a pas du tout de ça. J'y réponds parce que je m'attendais à ça, bien entendu, en écrivant ce livre et en portant certains jugements. J'y réponds d'ailleurs dans l'interview que vous avez passée de moi dans le Libre Journal. En fait, sous prétexte de maintenir ce qui existe, on devrait accepter toutes les palinodies, toutes les trahisons de principes sur lesquels on nous a embarqués. Prenons l'exemple du Front National. Le Front National est né avec comme grand thème l'anti-immigrationnisme. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que progressivement, certains, au sein même du Front National, se rallient d'abord à l'image d'une France multiconfessionnelle, puis que certains membres du comité de soutien à Jean-Marie Le Pen, tel M. de Rostolan, plaident pour un islam à la française. Alors ma question est la suivante. Quelle est réellement l'utilité d'une structure comme le Front National pour défendre notre héritage ? Mais encore une fois, notre héritage. On peut vous répondre aussi qu'un homme politique, c'est un homme qui doit faire preuve de lucidité et prendre acte des réalités. Or, c'est quand on se réfère aux déclarations de Samuel Maréchal, de Farid Ismaïl, de Rostolan, de Martinez, même de Pierre Millot, de Becrout, de Le Pen, etc., on voit qu'à chaque fois, ils prennent acte d'une réalité. Ils disent pas on se réjouit que ça soit comme ça, mais ils vous disent en quelque sorte, Maréchal dit la France est aujourd'hui de fait une société multiconfessionnelle depuis que l'islam est devenu la deuxième religion. Alors ça veut pas, il dit pas je suis extrêmement content de découvrir que l'islam est la deuxième religion de France. Il dit le fait est là. Voilà, un homme politique est obligé de réagir en fonction d'un fait ponctuel, factuel qui existe. Oui, mais c'est une acceptation alors. Et je repose la question, quel est leur rôle à ce moment-là, par rapport aux autres partis politiques dits de droite ? Quelle est la différence entre le Front National, le MNR, le RPF, le RPR et la démocratie libérale ? Sur ce plan-là, ils sont tous d'accord alors. Rien ne s'oppose, et c'est d'ailleurs un petit peu le but du Club de l'Horloge avec Henri de Lesquen, de regrouper toute la droite sous l'égide de Chirac. Et effectivement, dans la mesure où ces partis dits nationaux acceptent l'immigration, je ne vois plus très bien ce qui les divise, qui pourrait les séparer. Il n'y a plus aucune raison. De toute façon, s'ils en avaient l'intention, ce qui n'est pas prouvé, ce qui les empêcherait de mettre en vigueur leur ambition, c'est le refus des autres. Parce que Chirac, lui, il n'attend pas du tout, contrairement à ce qui s'est passé en Italie, où l'établissement n'attendait qu'une chose, c'est que Fini arrive à plat ventre pour dire, écoutez, je viens travailler avec vous et tout ira bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Chirac n'a pas du tout envie que Le Pen ou Maigret lui disent embrassons-nous Folleville, tout est le problème, c'est qu'apparemment ils vont s'embrasser. Si ça continue comme ça, ils vont s'embrasser. Alors qu'est-ce que nous faisons nous là-dedans ? J'allais vous poser la question. C'est ce que je dénonce dans mon livre. Vous savez, je suis chirurgien, je suis habitué à trancher, si j'ose dire. C'est embêtant, parce que quand vous êtes neurochirurgien, quand vous tranchez, en général, ça fait des... vous savez, c'est tout le problème de la médecine en général et de la chirurgie en particulier. Quand vous avez une infection qui se transforme en gangrène,
Le chirurgien qui se contente de contempler la grande graine qui monte sans dire il faut couper, il faut opérer, je regrette beaucoup, c'est un mauvais chirurgien. Je dois dire que c'est pas par hasard que j'insiste sur le fait que vous êtes neurochirurgien, parce que c'est vraiment la chirurgie c'est une chirurgie d'une précision extraordinaire qu'on ne peut pratiquer qu'avec un sang-froid absolu. Enfin, j'imagine ça. Couper une jambe, bon, à la limite, si on se trompe de 4 cm, c'est pas dramatique, hein, sauf pour le propriétaire de la jambe. Mais enfin, bon, c'est que vous ayez, quand vous n'avez plus de jambes, que vous ayez plus de jambes à partir de 12 cm ou 14 cm, ça change pas grand-chose. Mais dans le cerveau, quand on met le bistouri, si on se trompe de 4 cm, on obtient des résultats vraiment inattendus, j'imagine. Tout à fait, exact. Donc, j'insiste là-dessus parce que on pourrait croire, étant donné ce que vous écrivez, étant donné les sujets que vous traitez et la façon un peu vigoureuse et rigoureuse dont vous les traitez, on pourrait croire que vous êtes quelqu'un d'emporté ou qui a la tête près du bonnet. Et en réalité, c'est totalement, l'inverse est totalement démontré par votre métier. Et par le fait que vous le faites depuis si longtemps. Et je crois par mon texte, parce que je crois que je n'insulte personne, ce n'est pas du tout mon genre. Je n'ai jamais insulté personne, simplement. Je démontre, texte à l'appui, prise d'attitude et conséquences de ces attitudes à l'appui, que l'on fait fausse route. Et là, j'ai hésité, parce que le dernier chapitre est évidemment ce qu'on peut appeler polémique. Et j'ai hésité à le mettre et à sortir un petit peu du rôle premier qui est ce livre, c'est-à-dire un livre de rappel doctrinal. Et si je l'ai fait, en me disant que je n'allais pas me faire des amis, mais c'était pas mon but non plus. Ça, c'est assez évident. Hein. C'était de rappeler que ce genre de déviation que nous subissons aujourd'hui est une constante dans les mouvements nationaux français. Et cela, déjà depuis longtemps, on peut remonter déjà à Boulanger. Et que il y a une constante. C'est qu'à partir du moment où ces partis dits nationaux prétendent se battre pour conserver la France, mais veulent continuer à se battre avec les principes qui détruisent la France, je regrette beaucoup, on ne préserve pas un pays avec les principes qui le détruisent. Ça, je le martèle à longueur de livre. Oui, c'est pour ça que je suis pas démocrate. La démocratie a été mise en place pour détruire la France, c'est pas par les moyens démocratiques qu'on sauvera la France, ça c'est tout à fait clair. Enfin, pour moi, c'est tout à fait clair. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que dans un livre, dans un ouvrage qui est un ouvrage de doctrine, qui fait le point sur l'état de la question, mais l'état de la question sur le plan de la doctrine, de l'idéologie, des idées, de l'histoire, puisque c'est les origines, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que l'aspect polémique risque d'écarter des lecteurs qui auraient plus que d'autres, ou au moins autant que d'autres, besoin au contraire d'accéder à la doctrine, à la vraie doctrine nationaliste, parce qu'ils sont nationalistes par enthousiasme, par réaction, ce sont des réactionnaires au sens vrai du terme, et que quand ils vont voir que vous êtes extrêmement sévère avec les partis qui pour eux incarnent une certaine espérance, ils vont être désespérés ou démobilisés et dire la doctrine je veux bien, mais puisqu'il est contre nous, alors sa doctrine, il peut se la garder. Je crois que l'erreur est là. Je ne suis pas contre eux. Je suis au contraire, ce que j'essaye, c'est de démontrer que l'action n'est pas bonne en elle-même. L'action est un moyen au service d'une idée. Et je ne vois pas pourquoi les communistes, par exemple, feraient des efforts de formation de leurs cadres et militants avant de les lancer dans la bagarre, et que nous, on se contenterait de l'aspect émotif de l'action. Toute action doit reposer sur quelque chose d'intériorisé. Oui, mais vous voyez bien, je lisais tout à l'heure un message que j'ai reçu, vous voyez bien que chez nous, dans notre famille, il y a quand même une espèce de, d'hypersensibilité, d'hyper-irritabilité, qui fait que je parle d'Alésia, j'invite un spécialiste d'Alésia, le type me dit oui, c'est encore le complot gnostique contre la nature profondément catholique de la France. Bon, et ça c'est un cas, c'est un gag à ce niveau-là. À ce degré, ça relève du gag. Mais la vérité est que chez nous, c'est sans arrêt ça, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas totalement d'accord avec votre interlocuteur, vous êtes forcément ou un flic,
ou un franc-maçon, ou un destructeur, ou un félon, ou un stipendié. Vous avez été payé par l'ennemi pour foutre le bins dans l'unité formidable de la droite nationale, etc. Donc tout débat devient plus interdit chez nous aujourd'hui qu'il n'était interdit au Parti communiste dans les années 50. Oui, mais je regrette beaucoup. On doit recommencer par les fondements, parce qu'on est en train de perdre la boule complètement. Écoutez, au moment de la crise entre Le Pen et Maigret, qui a abouti à la scission, quand l'un et l'autre se renvoyaient la balle dans les médias du système, c'est lui le fasciste, c'est pas moi, c'est lui l'extrémiste, c'est pas moi. Est-ce que vous croyez que c'est mobilisateur pour leurs partisans ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'au lieu de se baser sur des termes que nous impose l'adversaire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à reprendre le fondement de notre action selon ce que l'histoire l'a créé, parce que finalement, on va finir par ne plus savoir pourquoi on se bat. Parce que si on accepte, je n'ai rien contre les Arabes et ceux qui nous envahissent, pour autant qu'ils soient chez eux. C'est ça le problème. D'ailleurs, dans le livre, je parle du problème de la France, du monde arabe, etc. Je crois que c'est assez clair. Mais Jeanne d'Arc disait « j'aime les Anglais ». Exactement, c'est exactement le même réflexe. Bon, parce que c'est facile de dire « ah, c'est une situation donnée, il faut l'accepter ». Mais alors, quelle est la spécificité de ces mouvements qui sont nés pour nous défendre de cette invasion ? Ils n'en ont plus aucune, je regrette beaucoup. Alors, que ça plaise ou non, je m'en contrefiche. J'entends bien, ça c'est assez évident quand on vous lit et quand on vous entend. Mais la deuxième question, c'est, c'est clair, vous avez dit là-dessus ce que vous aviez à dire. Maintenant, si on vous retourne la question et si on vous dit, qu'est-ce qu'on fait alors ? Pratiquement, contre la situation, pour résoudre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut repartir à zéro sur les bases de ce que représente le nationalisme français. C'est-à-dire, c'est refuser l'idéologie des droits de l'homme, c'est ne pas se battre avec les sophismes démocratiques, comme progressivement ces mouvements nationaux se sont mis à le faire. Encore une fois, on ne restaure pas un pays avec les principes qui le détruisent. Il me semble que c'est clair, quand même. Alors, je ne dis pas que ces partis sont avoués aux gémonies, je souhaite simplement qu'ils comprennent qu'ils font fausse route et qu'ils le comprennent à temps pour notre bien à tous. Est-ce que vous allez vous arrêter ? C'est une question idiote parce que je connais la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que vous allez vous arrêter à ce livre ? Ou est-ce que ce livre est le germe d'autre chose ? Est-ce que vous allez essayer de développer autour de ce livre ? Certainement, parce qu'il y a déjà un sujet qui coule de source par rapport au nationalisme français. C'est un ouvrage que j'ai en préparation sur la République universelle et le mondialisme. Puisque, et ça je rappelle l'origine du terme nationalisme, c'est tout de même intéressant à savoir, parce que là est vraiment la définition exacte de pourquoi nous nous battons. Et c'est intéressant parce que cette origine, c'est un adversaire de nos idées qui la donne. C'est Weishaupt, qui a été le créateur de la secte maçonnique des Illuminés de Bavière à la fin du XVIIIe siècle, dont des textes ont été saisis par la police du grand électeur de Bavière, textes reproduits dans l'ouvrage capital que beaucoup de nationaux devraient lire, de Baruel, de l'abbé Baruel. Et cet homme, Weishaupt, définit les hommes de son époque en deux groupes. Ceux qui prônent l'amour général dont il est, c'est-à-dire l'équivalent de nos cosmopolites mondialistes actuels, et ceux qui prônent l'amour national ou nationaliste. C'est la première fois qu'apparaît ce terme. Donc tout est là. Ou bien on défend la nation, son héritage à la fois charnel, intellectuel, moral et spirituel, ou bien on accepte la situation telle qu'elle est, puisque le reproche qu'à travers vous, certains pourraient me faire, c'est de dire, oui, mais c'est pas réaliste, la France est envahie, on accepte l'invasion. Mais alors, pourquoi certains sont-ils battus contre les Allemands la dernière guerre ? Bonne question. D'autant que ce sont les mêmes. Ceux qui disent, j'ai été résistant et ceci et cela, viennent nous dire, maintenant, il faut accepter. Alors, je voudrais que ces gens qui sont issus d'un pays cartésien choisissent. Est-ce que votre nationalisme va jusqu'à intégrer
le patriotisme, je m'explique. Vous avez lu le livre de Vigry. Oui. Et vous voyez en ce moment, par exemple, le débat qui agite les médias, débat complètement artificiel, parce que fondé une fois de plus sur un mensonge, une imposture, la déclaration de Chevènement à propos des prétendues nostalgies allemandes et tout, alors qu'il a dit exactement le contraire, mais enfin on va pas rentrer là-dedans. Donc ce débat amène certains à dire, au fond, Chevènement, c'est un nationaliste, Seguin est un nationaliste, Pasqua est un nationaliste, Le Pen est nationaliste, Maigret est nationaliste, ma grand-mère est nationaliste, donc on va faire une espèce de grande fédération des nationalistes, sous l'égide de ma grand-mère au privilège de l'âge, et voilà, et tout le monde va être content. Alors, est-ce que vous en êtes, vous, de cette association-là, je veux dire? Certainement pas. Certainement pas, parce que là encore, c'est la tour de Babel, que voulez-vous. Et c'est pour ça que j'ai essayé, avec ce petit livre, de montrer l'origine historique du nationalisme et de donner la définition. J'ai rien inventé, c'est simplement, il fallait réunir les informations. Vous pouvez pas mettre sous le même vocable des gens qui combattent pour des choses totalement différentes. Mais quelle différence? Parce que sinon, je vois pas très bien pourquoi Monsieur Séguin, Monsieur Pasqua, Monsieur Chevènement auraient combattu à une certaine époque où le Front National n'avait pas pris certaines directions. Et pourquoi l'auraient-ils combattu s'ils sont tous nationalistes? Je vois pas pourquoi. Simplement, c'est que le même mot couvre des marchandises totalement différentes. Alors, il y a d'ailleurs deux mots. Il y a patriote et il y a national. Enfin, il y a beaucoup de mots. Mais... Alors, justement, et je vois très bien où vous voulez en venir, vous voulez me faire préciser ces deux notions, et ça, c'est très important. Alors certains diront, oh, c'est du pinaillage, on a autre chose à faire, la maison brûle, etc. Pas du tout, parce que c'est toujours la même chose. Si on veut avoir une action efficace, il faut avoir des idées claires. Alors, le nationalisme, qu'est-ce en fait? Bon, je l'ai dit en partie tout à l'heure, c'est la défense de l'héritage moral, intellectuel, spirituel d'un pays. C'est l'ensemble des principes, en fait, qui permet à un pays de se maintenir incorrompu dans son être national. Par contre, le patriotisme, lui, c'est la défense du territoire qui est attaqué par une armée étrangère aux frontières. Le nationalisme, lui, défend le pays d'attaques éventuelles intérieures de la nation par des principes qui tendent à détruire l'idée même de nation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et si on va un peu plus loin, est-ce qu'on peut dire qu'on peut être patriote sans être nationaliste, mais on ne peut pas être nationaliste sans être patriote? Oui. Oui. Le problème, c'est que, et d'ailleurs, nous avons vécu un drame national avec la dernière guerre, c'est que selon qu'un Français privilégie, mais ça vient de l'intellect de chacun, de ses tripes, etc., donne plus d'importance à l'invasion territoriale du pays, l'attaque des frontières, ou s'il se préoccupe plus des causes qui ont amené cette attaque des frontières, l'attitude sera totalement différente. Alors je m'explique. Lorsque la France de la Troisième République a déclaré la guerre à l'Allemagne, tout en sachant, tout au moins ses hommes politiques, tout en sachant que la France n'était pas préparée, que la France a subi une de ses défaites les plus humiliantes, les Français, de bonne foi, je dis de bonne foi, sauf un certain nombre de salopards que nous connaissons tous, se sont divisés en deux groupes. Ceux qui ont rejoint la résistance et De Gaulle par refus de la défaite. Bon. Mais ce faisant, ils oubliaient que la défaite n'avait été possible que parce qu'il y avait déjà eu une défaite intérieure, intellectuelle, qui avait fait que la France cessait d'être la France. Les Français n'étaient plus prêts à se battre, les hommes politiques n'étaient plus prêts à préparer les armes pour défendre la France. La France était envahie par une idéologie cosmopolite, et c'est là l'intérêt de l'histoire, c'est que ça nous ramène à l'idéologie de la Révolution qui nous infecte. Et de ce fait, donc, il y a eu deux catégories de Français, plein de bonne volonté, qui sont dévoués, certains qui sont partis dans les maquis ou derrière De Gaulle, et d'autres qui sont restés autour du maréchal Pétain, parce qu'ils considéraient que c'était d'abord la restauration intellectuelle et morale de la France qui primait, si on voulait pouvoir un jour reprendre une bataille
Pas nécessairement seulement contre les Allemands, mais vis-à-vis de tous les autres pays qui pouvaient nous agresser. Il y a un exercice que j'aime bien faire, qui est un exercice d'Uchronie. Consiste à bâtir un passé imaginaire en fonction d'un événement qui ne s'est pas produit. Alors je dis la chose suivante. Quand les Allemands font l'opération Barbarossa, la Russie éternelle, prise d'un magnifique élan guerrier, culbute les troupes d'Hitler et fonce vers la façade atlantique, écrabouillant l'Allemagne, emportant tout sur son passage. Le rouleau compresseur soviétique arrive jusqu'à la France et entre en France, qui est occupée pour la libérer, bien entendu, et il s'installe en France. Donc la France est occupée, après avoir été occupée par les Allemands, est occupée par l'armée rouge. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe tout simplement que la première chose qui se passe, c'est exactement ce qui est arrivé en 44, c'est-à-dire l'épuration. On liquide tous les collabos en long, en large, en travers, et d'une façon assez extensive d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont liquidé les collabos remplacent les collabos, et que les communistes deviennent, au nom du patriotisme, les collaborateurs de l'armée rouge. Tout à fait. Voilà. Donc quand les communistes disent aujourd'hui, le parti de 500 milliards de fusillés qui se sont battus contre les Allemands au nom de la patrie, c'est une imposture, parce que si les rouges étaient arrivés, ils se seraient immédiatement ralliés aux rouges, et au lieu d'avoir des commandantures, il y aurait eu des commandants de Toura, et on aurait eu une milice qui se serait appelée d'ailleurs la milice, et qui aurait été une milice communiste au service de l'armée rouge, et il y aurait eu exactement le même fonctionnement. La Gestapo aurait été remplacée par le NKVD, et on aurait vu ce qu'on a vu, simplement on l'aurait vu en pire, très certainement, et accessoirement d'ailleurs, il y aurait eu exactement le même sort pour les Juifs, puisque on sait bien ce qui est arrivé aux Juifs au moment du complot des blouses blanches en Union soviétique quelques années plus tard. Staline était un antisémite fanatique qui a fait transporter tous les Juifs de Russie sur la côte orientale dans un pays qui s'appelle, je ne sais même plus comment, une république totalement improbable, et il aurait fait la même chose. Donc il aurait exactement la même chose se serait déroulée, ce qui montre bien qu'il y a quand même une identité intrinsèque entre les totalitarismes. Quel que soit le totalitarisme, il est par définition totalitaire, et il a ses collabos. Et en France, on aurait eu la seule différence quand même. La seule différence, c'est que dans la collaboration avec l'occupant allemand, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance collabo, fanatiquement collabo, pour des raisons politiques, d'engagement politique, de fascination pour le fascisme et l'hitlérisme. Et puis, il y avait une collaboration de calcul, qui était la collaboration de Vichy, en disant on va essayer de les embarbouiller, on va faire le maximum pour les faire durer plus longtemps, en espérant la fameuse théorie du sabre, du glaive et du bouclier, etc. Tandis que si les rouges avaient été là, chez les communistes, il n'y aurait pas eu de tendance. Il n'y a jamais de tendance chez les communistes. Tout à fait. Mais votre remarque est intéressante, parce que tout le monde a eu ses collabos à un moment donné. Quand les Espagnols libéraux du temps de Napoléon aident les armées napoléoniennes contre le trône espagnol, ce sont des collabos. Bon. Et cela, les républicains trouvent ça très bien, parce que c'était des libéraux. Même chose en Autriche, avec Andreas Hofer. Lui, par contre, c'était un résistant. Alors, il faudrait tout de même se mettre d'accord. Pourquoi est-ce qu'un même terme, tantôt est bien, tantôt n'est pas bien? Vous avez tout à fait raison, c'est frappant. Et c'est ce que j'essaye, très directement, bien entendu, j'essaie de remettre les points sur les i. Parce que, à force de toutes ces embrouilles, de dire, ah oui, mais j'agis comme ça, parce que vous comprenez, la situation est comme ça, il faut comprendre, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces embrouilles. On se bat pour des idées. Et comme je le dis et je le répète, on se bat accessoirement pour des hommes, pour autant qu'ils incarnent ces idées. S'ils cessent de les incarner, c'est terminé. Il faudrait quand même dire une chose, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, on aurait beaucoup de mal à faire passer une feuille de papier à cigarette entre les idées du Front National et les idées du MNR en ce moment. C'est juste. C'est assez difficile de les départir. Ah oui, tous les deux s'en renvoient la balle, évidemment. Je suis pas fasciste, je suis pas extrémiste, je suis pas ceci, oui, mais je suis pas cela. Plus personne n'est fasciste, plus personne n'est raciste, plus personne n'est extrémiste. Les références sont quasiment les mêmes, c'est évident. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans mon livre, donc, contrairement mon livre, à mon grand regret, je les renvoie quand même dos à dos. Oui. Mais même si on les renvoie pas dos à dos, le fait est qu'on peut difficilement qualifier ce qui se passe de combat d'idées. Ah, Fichtre, oui, exactement. Ça, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est plus du tout, c'est un combat d'intérêt. Donc, sur les idées, le front, au sens de coalition de forces dans un objectif commun,
le front est toujours en mouvement. Et le mouvement est toujours dans le front. Me semble-t-il. Oui, bon, là vous faites des jeux de mots difficiles à suivre. Difficiles à suivre. Écoutez, ce qu'il faut constater, c'est que le combat ne se fait plus au nom d'un certain nombre d'idées. Or, si on ne défend plus ces idées, eux ils disent le contraire. Hein? Eux, ils maintiennent absolument qu'ils défendent des idées, des principes et des valeurs. Écoutez, j'ai tout de même fait remarquer gentiment tout à l'heure que, à partir du moment où on accepte la situation actuelle de la France sous prétexte que c'est une réalité, je vois pas très bien ce qu'on défend. Quel est le passage de votre livre, si on devait, une fois de plus, supposition imbécile, si on devait lire un chapitre de votre livre, lequel donneriez-vous à lire d'abord? Dans l'ordre que j'ai donné. Tout se complète, ça s'enchaîne. C'est-à-dire une démonstration. Le premier chapitre ou le dernier? Parce que... Non, parce qu'on ne peut pas comprendre le dernier si on n'a pas compris tout l'origine, la doctrine et les solutions. Ça s'enchaîne. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a effectivement tout est comment dirais-je, je ne veux pas dire instrumenté, c'est pas le mot, je veux dire construit à partir d'un constat. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous posez un constat, vous faites un constat, et vous dites ensuite, voilà la leçon qu'il faut tirer de cette histoire. C'est très frappant à propos de Boulanger. Moi, j'ai découvert effectivement l'importance. Boulanger, ça m'avait toujours paru comme une espèce de l'opérette. On a l'impression que c'est un livret d'Halévy sur une musique d'Offenbach ou avec quelques gags écrits par Monsieur Labiche pour amuser le tapis. Exactement, c'est l'époque de Napoléon III. Ça suit. Et en fait, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que c'était quelque chose de très extraordinaire parce que, paradoxalement, c'était une superficialité qui était très profonde. C'est-à-dire que le peuple français se soit mobilisé avec cette espèce de passion extraordinaire pour ce sous-lieutenant, c'est ahurissant. Mais justement, vous faites très bien de relever ce point-là, et c'est peut-être ce qui explique la sévérité de mon livre dans le dernier chapitre. C'est que on sent à travers différents ouvrages de cette époque-là, notamment les ouvrages de Drummond, qu'il y a tout un peuple qui commence à comprendre comment il se fait envahir, qui en souffre. Et ce peuple, qui n'est pas un peuple de riches, qui se saigne aux 4 veines, comme beaucoup aujourd'hui aussi, pour les mêmes raisons, qui se saigne aux 4 veines pour un galonné. J'ai rien contre l'armée, bien au contraire. Mais un galonné qui n'impressionne que parce qu'il a un bel uniforme rutilant. Non, je parlais de sous-lieutenant, non pas. Qui n'a rien dans la tête. Qui prend comme collaborateur un Arthur Meyer, et un Alfred Naquet, qui, faut-il le rappeler, est l'auteur de la loi sur le divorce, exactement. Encore une fois, comment voulez-vous défendre une nation qui est née sur les principes du catholicisme, qui est héritière de Saint-Rémy et de Clovis, avec des gens qui incarnent le contraire? Il faut être sérieux. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et si j'ai été sévère, et je continuerai à l'être, je regrette beaucoup pour certains, c'est parce que je pense à ces milliers de braves gens français qui, aux différentes époques, depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, se saignent aux 4 veines pour essayer de sauver ce qui est sauvable encore. Et il y en a marre. Voilà, écoutez, est-ce que vous voulez dire un mot sur ce qu'on a évoqué au début de cette émission? Écoutez, est-ce que ça vous paraît important, Alésia, le travail qui est fait autour de ça? Je dirais que c'est intéressant. En soi, c'est intéressant. Je dirais que c'est pas primordial. Parce que nous avons des choses certainement plus urgentes à traiter. Mais ça m'intéresse parce que cela fait partie de notre mémoire. Petite anecdote, je suis amené évidemment à faire pas mal de dédicaces pour mon bouquin, et j'ai une dédicace maintenant que je fais à tout le monde, quelle que soit la personne, à monsieur, madame ou mademoiselle untel, cette étude sur le nationalisme français afin de maintenir et transmettre notre mémoire.
Donc Alésia, les Gaulois font partie de notre mémoire. C'est pas encore tout à fait la mémoire nationale, mais enfin, ce sont tout de même les ancêtres. Ça explique nos pulsions, ça explique nos querelles, ça explique nos querelles. Les 44 chefs qui... Et je crois que justement, une façon de dépasser un peu les querelles de chefs qui se présentent tels, et de se rapporter de façon primordiale aux principes. Parce que les principes, c'est l'histoire, c'est indiscutable, c'est comme ça. Nous sortons d'un moule. Alors, ou bien on accepte que la France devienne autre chose, et puis change de nom. Il n'y a aucune raison que ça continue à s'appeler France. Il n'y a plus aucune raison si on accepte la situation actuelle. Et là, quand vous me dites que certains défendent cette attitude de certains partis dits nationaux, parce que c'est une réalité. Mais au nom de la réalité, la réelle politique, que de crimes ne commettons pas? Eh bien, on va donner la parole maintenant aux auditeurs par l'intermédiaire de la voix méliflue. J'aime beaucoup ce mot-là. Méliflue. Itérative et méliflue de Victoria. Alors, la phrase de Maréchal que vous citez, monsieur de Beketch, et reprenez à votre compte, est bien entendu inadmissible et scandaleuse, mais elle est aussi mensongère. En effet, la France n'est pas multiconfessionnelle. La France est exclusivement catholique. Ce qui est vrai, c'est que des millions d'envahisseurs ont des fausses religions qui n'ont rien à voir avec la France. Ainsi, l'islam n'est pas la deuxième religion en France, mais la première des fausses religions. Il y en a d'autres, des envahisseurs. Oui, il y en a d'autres. Mais quand même, je voudrais répondre que je ne reprends pas à mon compte. Je me suis contenté de lire Ouest France du 16 septembre 1999. La France est aujourd'hui, de fait, une société multiconfessionnelle depuis que l'islam est devenu la deuxième religion. Le Figaro du 14 mars 1995. Les Beurs sont des Français comme les autres. Les Beurs sont des jeunes Français comme les autres, ils ont la nationalité française. Les moyens que nous proposons pour régler les problèmes des jeunes, de tous les jeunes, profiteront aux Beurs comme aux autres, c'est Samuel Maréchal. Et le 3 juin 1999, dans Ouest France encore, on a évolué dans notre approche de l'immigration sur le fait que la France d'aujourd'hui est multiconfessionnelle. Je donne mes sources, les citations et tout, voilà, je ne prends pas ça à mon compte. Simplement, je faisais remarquer que on a fait un procès à Maréchal pour avoir tenu ses propos, et je trouve, quant à moi, qu'il n'y a pas sur ces propos matière à procès, en tout cas sur le premier propos, parce que c'est simplement un constat. Ensuite, quand il dit on a évolué dans notre approche de l'immigration sur le fait que la France est aujourd'hui multiconfessionnelle, là on peut discuter si ce constat nécessitait une évolution dans l'approche de l'immigration. C'est pas obligé. C'est pas parce qu'on constate un fait qu'on est obligé de faire évoluer sa position sur la situation en général. Mais voilà, c'est tout. L'islam est la première religion de France, vu que les autres sont athées. C'est la première religion par le nombre des conversions et des pratiquants. Chirac a trahi tout le monde. Comment pouvez-vous dire que le projet est de se regrouper derrière lui? Là, je pourrais y répondre. On trouve la réponse dans le numéro du 24 mars de cette année de Rivarol, où ce n'est pas signé, mais l'articulé rapporte qu'Henri de Lesquen, donc le président du Club de l'Horloge, a fondé un truc qui s'appelle MAUDE, ce sont des initiales, qui propose de regrouper toutes les mouvances de la droite sous l'égide de Chirac. Point à la ligne. J'en suis pas. Je le signale tout de suite à Lesquen, j'en suis pas. Voilà. Que ça soit clair. Monsieur Plancard-Dassac, les hommes politiques, d'accord, sont responsables, mais qui? Donnez des noms. Depuis quand? Voilà, s'ils savent pas, c'est pas la peine. Monsieur de Beketch, une fois de plus, malgré votre bonne volonté, vous parlez à côté du sujet. Premièrement, il faut définir exactement ce que c'est le nationalisme dont vous parlez. Deuxièmement, à mon avis, et je le partage, le problème n'est que très peu racial ou politique, mais il est quasi exclusivement religieux. Ainsi, il ne faut pas critiquer les Arabes, mais les musulmans. Mais je critique personne. Alors là, je voudrais aussi répondre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, les Arabes, limite, eux aussi sont des victimes relativement. Les véritables responsables, je redis la même chose, ce sont les hommes politiques qui ont prôné une politique d'immigration. C'est De Gaulle lui-même
qui, avec la décolonisation, est à l'origine de l'immigration. Car après tout, si ces gens viennent chez nous, c'est qu'ils ne sont pas si bien chez eux. Et que si on y est resté, il serait peut-être mieux. D'ailleurs, ils ne mouraient pas de faim, ils ne se bouffaient pas entre eux, il n'y avait pas d'épidémie à l'époque. Donc, faute du monde politique qui nous occupe depuis la Libération. Voilà pour ceux qui ne savent pas de qui je parle. Monsieur Ploncart-Dassac. Mais non. Monsieur Ploncart-Dassac, vous devriez dire nos ennemis et non nos adversaires. Oui, c'est vrai. Il faut employer des mots qui correspondent à la réalité. Prenez pas cet air épuisé. Je trouve honteux d'imputer des intentions qu'elles n'ont pas à des personnes qui ne sont pas là pour se défendre. Mais non, c'est pas un débat. Ça. Ah, mais ça, je suis tout à fait disposé à un débat avec quiconque sur ces sujets-là. Monsieur Ploncart-Dassac emploie les mêmes procédés que les désinformateurs des masses médias. Si ce monsieur lisait le discours du 1er mai de Jean-Marie Le Pen, il ne raisonnerait pas comme cela. Alors là, je ferai remarquer à ce monsieur que quand M. Le Pen prend comme drapeau un petit-fils de De Gaulle, sans que celui-ci fasse la moindre repentance, alors que c'est tellement à la mode en ce moment, il utilise un symbole qui est le symbole de toutes les capitulations. Et quand je dis capitulation, c'est capitulation. Et je renvoie celui qui a écrit ce mot, enfin qui a téléphoné, à l'excellent livre d'Yves Amyot, La Capture, qui décrit comment le capitaine de Gaulle, en 1916, pas plutôt arrivé sur le front, dès le lendemain de son arrivée, se rend sans combattre aux Allemands et se retrouve aux messes des officiers, donc fait prisonnier, seul de son espèce, auquel on n'a pas rendu son épée. Je ferai aussi observer que lors d'une autre crise de la France, M. de Gaulle est allé se réfugier en Angleterre derrière les micros, et que lors d'une autre crise de la France, M. de Gaulle est allé se mettre sous la protection de Massue en Allemagne. Voilà la réponse. Alors, je regrette beaucoup, quand un parti prend comme symbole des symboles de désertion et d'abandon, sans compter la décolonisation, je regrette beaucoup, je ne suis pas. Et je le dis. Alors, lisons donc le discours de Le Pen. Les Algériens seront la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. Dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l'essentiel, ces préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. Je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne qu'il existe de race française. C'est dans la réforme des institutions de cette législation musulmane que peut être trouvé le secret d'une intégration à la patrie française de l'ensemble des musulmans. Alors, le jeune Algérien ne sera pas celui à qui l'on vient de donner l'aumône, il deviendra celui à qui on la demande. C'est un discours. Mais ça, je trouve pas ça bien, parce que le lecteur, il dit il faut lire le discours du 1er mai de Jean-Marie Le Pen, et vous lisez le discours du 29 janvier, et du 29 janvier 58. Alors, attention, Victoria, non contente de traficoter les messages, je trouve que c'est pas très correct. Enfin, ça va, n'en parlons plus. Tout ça ne semble pas. Non, c'est pas. Vous recevez des messages, vous les lisez, mais enfin, au moins, quand même. Tout ça lisez en vrac et voilà comment. Tout ça ne semble pas indiquer une ligne politique très sûre, en tout cas. Continuons. Monsieur Maigret défend exactement les thèses qui sont les vôtres. Un auditeur, c'est épouvantable de voir tous ces Français nationalistes, entre guillemets, se chamailler comme des... Il y a un mot là que je ne peux pas lire, et laisse la place à la gauche. Il faut un parti unique. Ah, parti unique. Ah oui, mais ça, ce sont des mots, ça, parce que parti unique, pour quoi faire? C'est ça le problème. Une France unie, monsieur. D'après les prévisions des démographes, les musulmans seront majoritaires dans 15 ans. Quelle est la menace? Que pensez-vous de la construction des 2 mosquées à Strasbourg? C'est au moins une de trop. Au moins, c'est bien.
pourquoi... Non, ce qui est très rigolo, attends, à propos de... J'ai fait un papier, je publie un papier dans le livre journal qui est intitulé naturellement Strasbourg, les deux mosquées. On explique pourquoi il y aura 2 mosquées à Strasbourg. C'est à hurler de rire, vous comprenez? Parce qu'on nous explique depuis des mois, ça c'est la nouvelle fantaisie de la bande à Chevènement & Co. Ils nous disent, il y a un islam de tolérance, il y a un islam moderne, il y a un islam républicain, il y a un islam à la française, c'est possible. Et d'ailleurs, on va vous le démontrer, on va faire une espèce de consistoire islamique en France, vous allez voir, tout ça va s'entendre, etc. Première démonstration dans la ville de Madame Trottmann, ex-ministre de l'Inculture, décide de construire une mosquée. Pourquoi dans la ville de Madame Trottmann? Parce que cette mosquée, elle va coûter des centaines de millions. Et que dans la ville de Madame Trottmann, étant donné l'existence du Concordat, les institutions laïques peuvent financer, la municipalité, donc peut financer la construction d'un établissement religieux, ce qui est impossible partout ailleurs en France. Donc déjà, ces espèces de salopards, ils retournent le Concordat qui était fait pour sauver une tradition alsacienne qui était la tradition du tri des 3 religions, judaïsme, protestantisme et catholicisme, qui est une religion intrinsèquement, profondément liée à la nature même de l'Alsace. Et là, on colle aux Alsaciens un truc tout à fait nouveau qui s'appelle l'islam. Bon, et à leurs frais en plus. Et on dit on va construire une mosquée. Alors on invite les 2 spécialistes, les 2 patrons de l'islam à Strasbourg. Il y en a un qui s'appelle Abdellah Boussouf et l'autre qui s'appelle Ali Bouamama. Et alors, c'est d'où des types parfaitement recommandables, universitaires de haut niveau, etc., etc. Mais manque de chance, il y en a un qui est algérien, l'autre marocain. Il y en a un qui est pour les intégristes fondamentalo réactionnaires, et l'autre qui est pour un islam de progrès, poète. Vous avez parfaitement le droit de rigoler. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par se foutre sur la gueule immédiatement, en disant non, moi je veux pas travailler avec ce voyou, et l'autre qui dit non, ce gangster, jamais de la vie. Donc, les 300 millions de francs qui étaient prévus, les 103 millions de francs qui étaient prévus par la municipalité de Strasbourg pour payer la mosquée, c'est maintenant 206 millions. C'est pour commencer, parce qu'il faut faire 2 mosquées. Et, accessoirement, on va les construire l'une à côté de l'autre. Alors, et dans un endroit qui est un endroit magnifique, qui s'appelle la Citadelle. C'est beau comme l'antique. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte symboliquement de ce que ça représente. Tout à fait. Le lieu de Strasbourg, qu'on appelle le môle de la Citadelle, il va y avoir 2 mosquées. Une mosquée intégriste et une mosquée progressiste, qui vont naturellement n'avoir rien de plus pressé que de se foutre sur le coin de la tronche, pendant que les jeunes qui se partagent entre une mosquée et l'autre vont éclairer la situation, foutant le feu aux bagnoles. Je trouve cette affaire extrêmement intéressante, et je remercie une fois de plus les Alsaciens. Ils sont toujours en première ligne quand on a des emmerdements. Ça, c'est absolument super. Jadis, c'était avec l'Allemagne. Comme vous disent certains, c'est la réalité, il faut l'accepter, non? Si. Vous êtes un peu entêté, non? Très. Continuons. Alors, oui. Vite, mais vous répondez. Oui, parce que j'ai un appel téléphonique après. Alors, citer Le Figaro et le Sud-Ouest, c'est insensé, puisque vous savez bien que ces journaux sont remplis de mensonges. Je serais heureux que l'on m'explique comment, après avoir été défenseur de l'Algérie française, donc pour ses habitants français à part entière, que maintenant vous vouliez interdire à un Français musulman de fouler le sol de la mère patrie. On répète. Je lis tout, vous me raconterez après. Il faut avoir la cervelle bien accrochée pour ne pas être emporté par la confusion actuelle qui va croissant. Le musulman Farid Smaï, proche de Le Pen, se proclame un nationaliste français, prêt à mourir pour la France, mais il est aussi un musulman convaincu et militant. De quelle France et de quel nationalisme peut-il s'agir dans ce cas? Et il y a des dizaines d'autres exemples, différents mais aussi absurdes. Oui, alors là, je voudrais tout de même faire remarquer une chose, c'est que je me rappelle, quand je côtoyais encore à une certaine époque le Front National, puisque j'ai tout de même été un responsable, que peut-être la même personne qui écrit ces lignes-là applaudissait à tout rompre Le Pen quand il faisait le procès de l'immigration, de l'islamisme, etc. Et que maintenant, il applaudit aussi à tout rompre l'acceptation. Alors, il faut être cohérent. Ça, je voudrais le dire, parce qu'effectivement, le nom de la République dans laquelle Staline chassait les Juifs, c'était le Birobidjan, qui était au nord-est de la Chine. C'est-à-dire le plus loin possible. Après, un peu plus loin, ils étaient dans l'eau. Alors, ce que souhaite votre invité, partir de zéro pour reconstituer un mouvement nationaliste, c'est ce que fait Hilaire de Crémier avec la Restauration nationale. Ah, ben c'est vrai, tiens, il faut que j'annonce. Il a une conférence, il faudra que je pense à l'annoncer. À propos,
Puisque M. Ploncard est contre l'idéologie de la Révolution, que fait-il avec la nouvelle droite ? Je suis contre. Monsieur... Et contrairement à Sacha Guitry avec son mot sur lèvres, pas tout à fait contre. Monsieur de Bécalech ne se rend pas compte qu'il reçoit un agent des officines dans la personne de Monsieur Ploncard d'Assac. Non, il est médecin, il n'est pas pharmacien. Ce qui donne le mieux la notion d'infini, c'est la connerie humaine. Non, mais je le dis sur les ondes. Non, je crois que ça, c'est une blague. Ça. Je pense que c'est Jean Ferré qui fait un clin d'œil. Oh. Mais si, non, c'est vrai, c'est un clin d'œil, ça, les officines. Ah oui. Alors, dénonciation. Le club de l'horloge a appelé au rassemblement Place Vauban. Delesquin a pris la parole le 13 mai. Le 14 mai, un secrétaire national du club de l'horloge était invité à midi à Lumière 101. Il n'était pas au courant de la manifestation. Bon, et alors ? Oui, ça veut dire que le club de l'horloge n'est pas un club démocratique. Le chef va au rendez-vous et il prévient pas ses collaborateurs. Non, je blague, c'est pas ça. Mais de toute façon, qui a dit qu'après le club de l'horloge, il faudrait faire un club des pendules à l'heure ? Je crois que c'est vous, non ? C'est moi, non. Je m'élève contre les propos tenus à l'égard de Charles de Gaulle. Junior sait le rendre responsable de choses pour lesquelles il est totalement innocent. Non, mais on n'a dit rien. Mais enfin, non, je crois que M. Ploncard n'a rien dit contre Charles de Gaulle Junior. J'ai dit simplement que je regrettais que portant un nom comme celui qu'il porte, portant donc un lourd héritage, il n'ait pas eu au moins un mot charitable pour les victimes des 2 guerres civiles que son grand-père nous avait infligées. Écoutez, enfin, point à la ligne. En vouloir à Charles de Gaulle, à Charles de Gaulle Junior, on peut pas, il n'y a pas de raison de lui en vouloir. On peut tout, parce que à continuer comme ça, on finira par faire un saint de l'abbé Cochon. D'ailleurs, il est plus à plaindre qu'à blâmer. Un auditeur nous dit « Demander à Charles de Gaulle de dire du mal de son grand-père est irrationnel. Il n'est pas responsable de ce qu'a fait le général de Gaulle. Si repentance il y a, il me semble qu'elle a été faite, devrait être faite. On va arrêter de citer ce nom à l'antenne parce que moi, ça me donne des... Comme quoi, franchement, l'expérience de l'histoire ne sert pas à tout le monde. Voilà. Donc, lisez Le nationalisme français par Philippe Ploncard d'Assac, paru chez Duquesne Diffusion. Là, au moins... oui, qu'ils essayent de lire la démonstration avant de juger, quand même. Et puis, une auditrice nous dit, lorsque vous habitiez le Château Rouge à Barbès, depuis 1946, vous vous posez la question, qu'est-ce que la nationalité française ? Oui, c'est un petit peu ce que j'essaye de défendre, justement. Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Monsieur Ploncard d'Assac, le mot de la fin. Il n'y a pas une... Monsieur Ploncard d'Assac devrait être président de la République, car il parle d'or. Merci, merci. Lourde responsabilité. C'est pas du tout dans mes ambitions, j'essaye simplement de réveiller et de sonner le tocsin, c'est tout. D'abord, pour être président de la République, la moindre des choses, c'est d'être républicain, quand même. Non, parce que vous pouvez avoir des républiques qui sont nationalistes. Regardez l'exemple du Portugal de Salazar et l'Espagne de Franco. Ce n'étaient pas des monarchies. Et là, justement, j'ai fait un chapitre spécial. Non plus, puisque Salazar, en tout cas, n'a voulu rester toute sa vie que président du Conseil. Mais je réponds d'ailleurs à ce problème-là, parce que c'est un véritable problème politique aussi de structure. C'est la différence entre le concept de régime et le concept d'institution. Donc lisez ce livre, Le nationalisme français, origine, doctrine et solution, paru chez Duquesne. Je ne le répéterai jamais assez. Merci, docteur Philippe Ploncard d'Assac. Merci, vous m'avez bien titillé pour que je puisse répondre aux choses que sans doute, vous ne voulez pas aborder, cher ami. Non, mais moi, je n'ai rien à dire. Moi, je ne suis qu'un truchement dans cette affaire. D'abord, j'ai pas d'opinion. C'est vrai, j'ai pas d'opinion sur rien. On presse de le dire. Est-ce que le docteur Villette est avec nous ? Oui. Oui, bonsoir docteur, comment allez-vous ? Bonsoir monsieur. Alors, je vous avais prié à cette émission, mais on s'est dit qu'on ferait plus longue. C'est très sympathique, merci, à bientôt. Vinnie Vermeuling, bonsoir, est-ce que vous êtes capable en 3 minutes de nous révéler l'extraordinaire information que vous êtes venu apporter ce soir ? Tu l'as déjà révélé au Novotel, n'est-ce pas ? À notre dîner. Comme disait, je ne sais plus qui. Non, c'est une blague. Merci, à la semaine prochaine, que Dieu nous garde.